bienvenue sur ce nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être là, de nous avoir retrouvés pour ce sujet super important, parce que voilà, c'est un sujet d'actualité, la hausse des prix, des matières premières. C'est vraiment quelque chose qui impacte tout le monde en ce moment. Et donc, on a décidé de faire un webinaire avec David et Valérie pour vous aider à fixer un prix de vente idéal pour être rentable, mais aussi pour toujours garder vos clients. Voilà, donc on va commencer par une petite présentation de Rivalis comme d'habitude. Et après, je vous présenterai les intervenants de ce soir. David, vous devez le connaître maintenant à force qu'il intervienne, donc vous devez un petit peu le connaître maintenant. Valérie s'est lancée aussi aujourd'hui, donc voilà, on est là tous les trois pour répondre à vos questions et vous donner le plus de conseils possible pour fixer un prix de vente idéal. Bonjour à tous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure, et si vraiment il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra à la fin encore, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, le chat est fait pour ça. Voilà. En tout cas, j'espère que voilà, vous êtes prêts. On va pouvoir commencer, il est 18h02. Donc c'est parti pour une petite présentation de Rivalis. Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants. 28 ans d'expérience maintenant. On a été créé en 1994. On a 787 conseillers en France et en dom-tom. Donc, il y a forcément un conseiller de proximité, proche de chez vous, qui pourra vous accompagner si vous le souhaitez. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de nos services, donc sur l'ensemble de nos services. Le BSP, notre feuille de route. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique, le bon sens paysan. Ça veut dire qu'on essaye toujours d'aller au plus pratique, au plus simple pour donner des réponses à nos dirigeants pour qu'ils puissent gérer leur entreprise le plus simplement possible et pour qu'ils soient sereins. Justement, la sérénité du patron, c'est notre mantra, c'est pourquoi nos conseillers sont là à vos côtés, pour que vous puissiez être serein dans votre rôle de dirigeant et que vous preniez les bonnes décisions avec l'aide de quelqu'un dans les bons timings. 93% de satisfaction client, donc ça c'est un chiffre que nous mesurons régulièrement. Et pour finir, avant que je donne la parole à Valérie et David, plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats. Ça, c'est des chiffres aussi qui sont évalués régulièrement, et c'est ce que ressentent les patrons qui sont accompagnés avec nos conseillers Rivalis. Voilà, voilà pour ce qui est de Rivalis. Je vous avais dit que ce serait plutôt court parce que voilà, on est là pour entrer dans le vif du sujet, donc je donne la parole à Valérie pour qu'elle puisse se présenter et on passera à David après. Bonjour à tous, je suis ravie d'animer ce webinaire avec mon confrère David. Je suis conseillère Rivalis depuis un peu plus que 3 ans. Je suis également moi-même artisan puisque je possède une agence automobile Renault avec mon conjoint. Et je connais aussi bien le monde des commerçants puisque je suis présidente des commerçants et artisans du 4e arrondissement à Lyon. Voilà, et ma mission, j'aide les chefs d'entreprise à être sereins et à dormir sur leurs 2 oreilles. Voilà pour moi. Parfait, merci Valérie. David, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, David Ferraris, je suis donc conseiller en pilotage d'entreprise sur l'axe Lyon-Saint-Étienne, où j'interviens auprès de commerçants et d'artisans. Donc on pourrait dire que je suis un peu expert auprès de ces professions-là, mais j'ai aussi de plus en plus d'autres activités, d'autres professionnels que j'accompagne au quotidien. Ok,
Eh bien, merci David. Eh bien, maintenant, on peut passer du coup au vif du sujet, c'est-à-dire comment fixer un prix de vente idéal avec la hausse des prix des matières premières, etc. Voilà. Eh ben, c'est parti. Valérie, c'est à toi. Allez, c'est à moi. Eh bien, écoutez, l'objet de ce webinaire est de donner évidemment quelques conseils, directives pour savoir réévaluer son prix de vente dans un contexte inflationniste. Alors, ainsi, dans un premier temps, nous nous pencherons sur la situation économique dans laquelle les entreprises évoluent actuellement. Cette situation exceptionnelle génère forcément des questions que se posent ou doivent se poser les chefs d'entreprise. Ce sera l'objet d'une seconde partie. Et pour répondre à ces nouveaux enjeux, le chef d'entreprise devra adapter bien évidemment une stratégie commerciale, mais aussi une stratégie de gestion pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Nous vous expliquerons dans ces deux parties comment procéder. Voilà, à toi David. Juste un petit avertissement avant de commencer. Vu le format que nous avons là ce soir, donc un webinaire, nous avons axé avec Valérie notre présentation sur des conseils faciles à mettre en œuvre, rapides, même si on pourrait se dire qu'on peut aller très loin dans le détail et dans la précision sur des calculs de prix de revient. Nous nous arrêterons sur des choses simples à mettre en œuvre, qui ont fait leurs preuves, qu'on utilise au quotidien pour déjà donner des idées et pour avoir une information qui soit suffisamment précise, mais en restant quand même facile d'accès. Voilà, c'est une petite précision. Tout ça dans le BSP, quoi. La hausse des prix, on en parle beaucoup depuis quelques mois, surtout sur 2022, mais en fait, elle a commencé depuis un moment, cette hausse des prix, même pendant le Covid, puisque depuis 2021, on avait constaté de grandes envolées sur certaines matières premières, sur certaines marchandises déjà, avec des bons prodigieux. Là, on est en train de se rendre compte que ça se généralise, que ça s'étend, que sont contaminés aussi l'énergie, les salaires, les coûts de fret et plein d'autres produits du quotidien. Ouais, alors David, je te coupe juste. Est-ce que tu veux qu'on lance le sondage peut-être pour voir un petit peu si nos auditeurs ont déjà estimé la hausse globale des coûts qu'ils subissent et qu'on voit un petit peu où on en est? Ouais, Ok. je pense que c'est une bonne idée. Alors, je vais ouvrir les votes. Vous avez 1 minute pour répondre. Vous avez le sondage qui s'est lancé. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà estimé la hausse globale que vous subissez, que vous avez subie? N'hésitez pas à répondre. Vous avez une petite minute pour nous dire si oui ou non vous avez déjà estimé la hausse globale. Dans votre activité professionnelle, hein, naturellement, cette hausse-là, hein, on est tourné vers l'activité du chef d'entreprise. Alors, pendant que vous vous renseignez, je poursuis, moi, juste avec les chiffres qui nous sont donnés par l'INSEE sur une évolution, cette fois, des produits à la consommation. On n'est plus dans la fabrication ou dans les produits qui rentrent dans une production, mais cette fois dans des produits à la consommation, à la vente, où là on s'aperçoit qu'on est en train d'atteindre ce palier là situé entre 5 à 6%, palier officiel, mais on sait très bien qu'officieusement, il peut être ressenti de manière plus importante. Et là, depuis plusieurs mois, et on entend encore que ça va redescendre, mais très très lentement sur l'année prochaine.
Alors, on a eu les résultats du premier sondage. Donc, on a 46% de personnes qui ont répondu oui à l'estimation et non, et 54% qui n'ont encore pas estimé cette hausse. Ok. Voilà. Bon. Juste une première remarque, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui n'a pas estimé la hausse subie. Or, on vient de vous le dire, elle est quand même relativement importante et surtout, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ça peut avoir un impact très important sur votre activité en général et sur votre rentabilité en particulier. Donc, ça tombe bien. C'est l'objet de notre présentation et c'est l'objet de nos conseils pratiques. On est là pour ça. Ok, parfait. On poursuit. C'est parti. Donc, la hausse générale là, des prix de vente, je vous en ai parlé, hein, j'ai un peu défloré le sujet. Là, on voit par rapport à ce que l'on avait connu jusqu'à présent, la hausse des prix, cette fois, à la consommation à la vente, est très, très importante et surtout semble durer. Est-ce que, David, est-ce que tu veux qu'on lance le deuxième sondage pour voir du coup si oui ou non nos auditeurs ont augmenté leur prix de vente malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément estimé la hausse, mais voir si eux ils ont augmenté leur prix en fonction de toute cette toute cette actualité qui est pas forcément Du contexte. Ouais, au vu du contexte. Ok, et ben je vais lancer le deuxième sondage, c'est parti. Pareil, vous avez 1 minute pour y répondre. Est-ce que vous avez augmenté vos prix de vente? N'hésitez pas. Voilà. David, je te laisse encore la parole le temps que tout le monde réponde. Ouais. L'idée dans ce sondage, c'est juste que vous nous indiquiez si oui ou non vous avez fait une action au niveau de vos prix de vente. Accompagner, si vous avez accompagné du coup la hausse générale ou si vous avez profité du contexte ou alors si par réflexe vous avez mis une augmentation moyenne ou si vous êtes allé plus loin et vous avez calculé réellement ce qui vous serait nécessaire sur vos prix de vente. On a déjà des résultats là, Pauline? Ouais, pardon, j'avais mon micro qui ne fonctionnait plus. Oui, alors j'ai le résultat du sondage. On a 53% des personnes qui ont répondu au sondage qui ont augmenté leur prix et 47% des personnes qui n'ont rien fait sur leur prix. Ok. Donc on est pratiquement dans la proportion inverse de tout à l'heure. Oui, c'est ça, a priori. Oui. Ok. Très bien. Là, je pense que ça tombe bien. Valérie, tu vas pouvoir nous donner quelques questions qu'on doit se poser par rapport à cette situation. Hein, oui, c'est ça. Donc, ce sont des questions qu'on entend régulièrement chez nos clients. Hein, voilà, c'est pas nous qui les créons. Et en fait, il y a 2 types de questions. Donc, il s'agit déjà des questions qui sont liées à la stratégie de gestion. Ils se questionnent sur le maintien de leur rentabilité comme je disais, dans un contexte inflationniste et d'augmentation du cours des matières premières. Donc, les questions, c'est est-ce que je dois augmenter mes prix sur tous mes produits, mes prestations de services ou seulement sur quelques gammes de produits, ou types de prestations? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Comment faut-il les augmenter? De combien? Également, il s'agira de questions qui auront trait à la stratégie commerciale. Comment augmenter mes prix sans perdre mes clients? Je crois que ça,
C'est la question première. Quels sont les arguments que je dois avancer à mes clients? Comment est-ce que je peux défendre mes prix? Est-ce que je suis toujours concurrentiel? Et puis, quels sont les moments les plus propices dans l'année pour augmenter mes prix? Voilà en gros les questions. Dites-nous dans le chat peut-être si vous en avez d'autres. Oui. De questions. Là, on a essayé de rassembler un peu les plus... Celles qu'on entend le plus. Ouais, celles que l'on rencontre le plus souvent chez les chefs d'entreprise que l'on croise. Alors, comme l'a dit Valérie, il y a deux aspects, il y a deux grandes catégories. On va s'attarder à la première d'entre elles, qui est l'aspect plutôt commercial de ces questions et l'aspect commercial des choses. Donc, en termes de conseils pratiques, on vous invite pour faire face à cette hausse des prix générale, c'est peut-être de revoir votre assortiment. Bien identifier les différentes catégories de produits que vous avez, catégorie A, B, C, D, en fonction de la rentabilité et du volume de vente de vos produits, de leur aspect stratégique ou pas. Essayer de voir quelles sont les catégories les plus impactées. Peut-être faire des arbitrages. Négocier avec vos fournisseurs, planifier vos achats. Quitte à modifier votre référencement, que ce soit en termes de produits ou que ce soit en termes de fournisseurs, peut-être voir c'est le moment ou jamais peut-être de faire jouer la concurrence. Au niveau de vos achats aussi, puisqu'on parle d'achat, c'est de voir peut-être en modifiant des habitudes, on peut peut-être atténuer la hausse subie en augmentant les quantités commandées ou en diminuant la fréquence d'achat, donc en commandant de manière plus importante. Immédiatement vient la contrainte de place, éventuellement, et de trésorerie aussi. Donc là, à prendre en compte ces paramètres dès qu'on aborde la question des achats. Au niveau de la politique achat aussi, on peut tout de suite jouer, c'est sur l'aspect promotionnel. Vous achetez en gros, peut-être en faire profiter vos clients. Ça permet du coup de faciliter la revente de ces produits en mettant en avant des offres bien particulières, surtout dans un domaine tendu en termes de prix. Je pense que tout le monde est à l'affût au niveau de la vente d'opportunités. Mettre en avant aussi les cadeaux que vous pouvez faire à votre clientèle. Des heures gratuites, des produits gratuits. Là, j'étais pas plus tard que cet après-midi avec un client TP qui faisait pas mal d'actions gracieuses ou des gestes commerciaux à sa clientèle, et il me disait, ouais, mais ils le reconnaissent pas. Ben oui, première des choses, c'est le mettre sur la facture, même valorisé à 0, mais l'indiquer, que le client se rende compte du geste commercial ou valoriser la remise. Peut-être en pourcentage, mais aussi en valeur. Ça peut être intéressant aussi. Ça permet du coup là de jouer sur l'aspect prix auprès de vos clients. Autre chose, faire attention, puisqu'on est sur un aspect plutôt psychologique, d'impression, faites attention à vos prix de vente, surtout pour les commerçants, avoir des prix de vente psychologiques. On était passé un temps sur des prix de vente en neuf, 99 € ou 90. Peut-être là, passer sur des prix en 5, 95 €, 125 €. À voir si c'est possible ou pas, si ça a un intérêt ou pas pour vous. De même, c'est le moment ou jamais d'analyser, puisqu'on parlait de revoir son assortiment, c'est de bien vérifier toujours que son offre corresponde bien aux attentes de ses clients.
puisqu'on est prêt à faire des efforts sur les prix ou puisqu'il faut faire des efforts sur les prix de vente, est-ce qu'il ne faudrait pas monter en gamme ou au contraire baisser en gamme par rapport à sa clientèle ciblée, par rapport à sa zone de chalandise, par rapport à, à la volonté ou à la stratégie du chef d'entreprise? Voilà. C'est l'occasion ou jamais de se poser les bonnes questions et d'actionner certains leviers. Ok, j'ai des petites questions qui sont tombées dans le chat. Je vous les pose pour qu'on y réponde? Oui. Allez. Ok, c'est parti. Alors, on a Jean-Éric qui nous demande, faut-il augmenter les prix tous les ans ou attendre le dernier moment? C'est-à-dire le dernier moment. En règle générale, il faut augmenter les prix quand les prix fournisseurs augmentent ou les matières premières augmentent. Mm. Donc, de toute façon, je crois qu'on va aborder cette question un petit peu plus tard. Ok. Ouais. Mais bon, on peut peut-être quand même aussi donner quelques pistes, c'est pas grave, là, Oui. ça permet de Oui. répondre. Jean-Éric, moi je répondrais par le cas d'un client boulanger. Il y a une hausse de la farine, là, de manière très importante, une hausse aussi du beurre à plus de 100%, donc c'est quelque chose de très important. Ce sont deux ingrédients principaux, on va dire, de la boulangerie-pâtisserie. Donc ils ont très fortement augmenté. Lui, il se trouve qu'il avait négocié déjà avec son fournisseur une hausse bien moins importante que celle subie par le marché. Malgré tout, on s'est posé la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend plus tard, on attend de subir une hausse, ou est-ce qu'on augmente tout de suite, immédiatement? Eh ben, on a décidé d'augmenter immédiatement pour un aspect psychologique. À savoir, il nous a paru compliqué d'être en décalage de hausse si on allait faire notre hausse de pain 6 mois après tout le monde. Là, ça aurait pu nuire à l'image prix du commerce. Alors qu'en augmentant avec tout le monde, en augmentant selon la vague donnée par les médias, en plus, dans un contexte haussier, je pense que ça paraît plus naturel à la clientèle que si on attendait, et si on était les seuls, du coup, par conséquent, à augmenter en décalage de phase. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, nickel. Après, on a Valentina qui nous dit je pense que le plus difficile, c'est aborder ce sujet-là avec ses clients. Est-ce que vous auriez des conseils? Oui, on va répondre. Je vais répondre voilà, dans la prochaine slide à cette question. Voilà. Ok. Eh ben, Voilà, donc on peut passer à la prochaine diapo. Ouais, j'avais juste encore 2-3 questions. Oui. Ah, d'accord. Comment un auto-entrepreneur peut-il augmenter son tarif? Eh ben ça dépend. Il faut qu'il calcule déjà son prix de revient, hein, quoi qu'il en soit. Même si c'est un auto-entrepreneur, il a un coût de revient, c'est clair. Et puis appliquer sa marge habituelle. Ok. On a Rachel qui nous demande, est-ce que cela s'applique de la même façon au niveau vente de produits alimentaires? Là, je pense avoir répondu avec le cas Ouais. Du de mon boulanger. boulanger. Ce sont des produits alimentaires. Il faut peut-être distinguer deux cas. Le cas de l'artisan commerçant, tel que le boulanger ou le traiteur, et le cas d'un commerce alimentaire, donc plutôt le distributeur. Distinguer les deux choses. D'un côté, on a un pur commerçant, de l'autre, on a un artisan commerçant qui, lui, doit se baser sur une recette. Un distributeur achète et revend, fait donc du pur négoce, donc là, auquel cas, il a un prix d'achat et il calcule sa marge, comme l'a dit
Valérie, alors que un artisan commerçant, lui, a une recette à respecter, de nombreux ingrédients, de la main-d'œuvre à mettre dedans. Donc j'invite très fortement les restaurateurs, les artisans commerçants, peuvent être les traiteurs, peuvent être les bouchers, les boulangers, à calculer leur fiche technique, c'est-à-dire leur coût de revient par rapport à leur fiche recette. Très important. Le haut s'ils ont subi et quelle marge il leur reste. Et là-dessus, il faut en plus qu'ils rajoutent leur prix de leur charge fixe. Mais ça, on en parlera dans les exemples précis, puisqu'on a prévu avec Valérie des illustrations concrètes en termes de gestion. Ok, parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Du coup, on peut continuer sur la suite. Eh ben, très bien. Donc, David a bien décrit, je dirais, mis l'accent sur l'attention particulière à la gestion commerciale de son entreprise, qui est évidemment essentielle dans cette période particulière. Il est important de suivre le taux de transformation de ses devis, de ses propositions commerciales, également suivre le nombre de commandes ou l'évolution de son chiffre d'affaires, mais il faut aussi suivre le montant de son panier moyen. Et ces données doivent être comparées à une période antérieure, je dirais une période normale. La période de référence, ça peut être soit un trimestre ou une saison, ça dépend de son activité. Et si le chef d'entreprise constate un décalage, un dérapage dans un de ces indicateurs, eh ben justement, il faut réagir rapidement. Alors, il faut vérifier est-ce que le prix est en adéquation avec ceux de la concurrence. Est-ce que le chef d'entreprise a bien expliqué la raison de l'augmentation de ces tarifs? Argumenter, c'est essentiel. Le client est en mesure de comprendre et si on lui explique, en règle générale, il accepte l'augmentation. Mais il faut aussi tabler, je dirais, sur la fidélisation des clients. La fidélisation des clients, elle ne s'établit pas à partir d'un prix, mais surtout à partir d'une relation de confiance qui est tissée entre le client et le chef d'entreprise. Et en cette période un petit peu turbulente, je dirais, l'entretien de cette relation est impérative. Elle doit être vraiment privilégiée et il faut jouer la transparence vraiment en expliquant les problématiques à ses clients. Et je pense que le client, enfin je l'éprouve aussi, va ressentir de l'empathie pour son commerçant, son prestataire de service, enfin son artisan, peut-être même voir de la solidarité et acceptera d'autant plus l'augmentation des prix. Également, il est opportun de revoir ses conditions générales de vente. Après avoir conclu un contrat où il est question de prix, je dirais que les parties risquent de se sentir lésées quant au prix convenu si la conjoncture économique, commerciale et financière générale venait à changer. Il faut donc une clause de révision des prix qui se calcule selon un indice caractéristique de la profession. Et cette clause doit être ajoutée, bien évidemment, dans les conditions générales de vente, mais aussi dans les devis. Par ailleurs, la durée de validité d'un devis doit être courte parce que nous pouvons tous témoigner de l'imprévisibilité des événements et voilà, il faut être vigilant à cela. Voilà, il faut rester donc prudent. Voilà ce qui me concerne. À toi, David. Est-ce que tu as des questions, Pauline? On t'entend pas, Pauline. Oui, on l'entend plus. Ah, là, vous m'entendez? Oui. J'ai mon micro qui bug. Je suis vraiment désolée. Les aléas du direct. On a juste 2-3 petites choses qui sont tombées. On a Victor qui nous demande la différence entre le prix de revient et le coût de revient.
Donc, je ne sais pas si on va peut-être en parler plus tard, mais... Oui. C'est un abus de langage, tout simplement. Oui, exactement. C'est la même chose. Ok. Et sinon, on a Sébastien alors qui nous dit secteur du TP, grosse augmentation fourniture, fret, location, environ 13% de plus sur le déboursé sec, répercussion à hauteur de 10% sur le prix de vente, plutôt bien compris par les clients. Il tente d'offrir quelques prestations peu chronophages et peu coûteuses pour tenter de compenser. Obligation également de réduire la durée de validité des devis à un mois max. C'est là que le bas blesse pour les clients. Ouais. Alors, malgré tout, ça reste une protection. C'est sûr que les chantiers TP, tout dépend de leur importance, mais peuvent prendre du temps dans la décision client entre le moment du devis, le moment de la validation par le client du devis et la réalisation en plus. Sauf que notre auditeur, je ne me souviens plus du prénom, c'est Régis, non Sébastien, pardon. C'est effectivement mettre en danger son entreprise que d'accepter, que de subir une hausse des prix, aussi importante qu'elle soit. Hein, on a bien entendu, 13% de hausse, c'est énorme, surtout sur de nombreux postes. Donc, pour ça, c'est une protection qu'il est possible d'actionner, surtout quand on a un TP qui est sous-traitant d'une major, d'un FH, d'un Colas ou autre, en tout cas d'un gros donneur d'ordre. Là, au moins, on a prévu des choses, on a anticipé certaines choses et on peut s'y référer. Donc, c'est une durée de validité faible, une clause de révision des prix aussi qui peut être intéressante à avoir dans ces CGV sur ces devis. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. On peut continuer. C'est parti. Je te laisse la main, David. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un focus en fait sur trois grandes catégories de clients, trois grandes catégories de chefs d'entreprise, le commerçant, l'artisan et la profession de service. Pourquoi ces trois grandes catégories ? Parce qu'elles sont représentatives du tissu économique, de nous, les interlocuteurs habituels que l'on a. Et puis surtout, je pense que les autres métiers, les autres professions pourront se rattacher soit à un cas, soit à l'autre. Donc, ils sont significatifs. Donc, je vais commencer avec le cas du commerçant. Le commerçant, j'ai dit tout à l'heure, il achète des marchandises, il les revend. Donc lui, il est principalement impacté, c'est par la hausse des marchandises. Mais il doit faire face à ses charges fixes. Dans ses charges fixes, c'est peut-être les salaires de ses employés, c'est l'énergie dont il a besoin, surtout s'il fait des produits frais qu'il doit refroidir ces produits, les maintenir à basse température. Donc, on sait très bien que l'énergie, ça coûte cher. Voilà, plus il doit y avoir quelques charges fixes par-ci par-là qui doivent augmenter, puisque j'ai encore entendu que les assureurs, généreusement, ne vont pas augmenter aussi fort que la hausse des prix, ils vont limiter leur hausse à 4%. C'est déjà énorme. Donc, deux paramètres à prendre en compte, les matières, les marchandises, les charges fixes. Pour ça, un exercice très simple, c'est de simuler avec son exercice précédent tout simplement la hausse moyenne qu'il a eue sur ses marchandises, sur sa ligne achat marchandises qu'il a dans son compte de résultats, et puis il voit tout de suite s'il laisse tel quel son chiffre d'affaires, s'il laisse tel quel, et qu'il se rende compte de l'impact que ça peut avoir sur son résultat. On a, je crois, une petite illustration, Pauline, juste derrière, pour montrer ça de manière peut-être un peu plus concrète. Je suis commerçant, j'utilise un COEF ou un taux de marque ou un taux de marge par rapport à mon achat, à mon prix d'achat
de marchandises. Du coup, ça me permet, lorsque j'affecte mon coef ou mon taux de marge, ça me permet de calculer mon prix de vente. Je subis une hausse, on voit c'est la partie grise, je maintiens mon taux, mon coef habituel, mon augmentation est proportionnelle, je garde bien le même coef, je garde bien le même pourcentage de taux de marge, c'est simplement ma masse de marge qui, elle, va augmenter. Voilà. J'ai toujours, si j'ai un coef, un exemple à 1,25, j'aurai toujours 20% de marge, mais par contre, ma masse de marge, elle, en euros, et pas en pourcentage, en euros, va augmenter. Ça, c'est le cas simple, facile à mettre en œuvre, on ne change rien. Deuxième cas, c'est l'exercice suivant, c'est l'illustration suivante. J'ai toujours mon prix d'achat sur lequel j'appliquais jusqu'à présent un coef ou un pourcentage. Par contre, cette année, il subit une hausse, mais je ne souhaite pas, pour des raisons soit de prix psychologique, soit de compression de mes prix de vente parce que ma clientèle n'accepterait pas 5% ou 13%, tel que le cas de Sébastien, vu qu'il a fait que 10% de hausse, il a réduit du coup son évolution de prix de vente. Donc, il n'applique plus le même coefficient ou le même taux de marge. Là, on le raisonne en masse de marge. La masse de marge, c'est la différence, on le voit entre les deux traits horizontaux, là. C'est la différence entre mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire mon nombre de produits multiplié par mon prix de vente produit, mon nouveau prix de vente, avec la partie violette, moins mon montant d'achat, c'est-à-dire mon prix d'achat multiplié par mon nombre de produits. Mon prix d'achat incluant la partie grise, c'est-à-dire mon nouveau prix d'achat avec une hausse. La différence entre les deux, c'est la masse de marge. C'est ce qu'il me reste en euros entre mon chiffre d'affaires encaissé et mon coût d'achat décaissé. Cette masse de marge-là doit me permettre de couvrir mes coûts fixes, c'est-à-dire toutes mes charges d'activité en tant que commerçant, assurance et autres, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est les grandes lignes, résumées rapidement, mais je pense que vous pouvez tous le faire facilement. Cette simulation-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on peut passer à l'exemple suivant. Valérie, peut-être? Oui, moi je vais parler plutôt pour les artisans. Je voudrais quand même parler d'une étude, voilà, ça parle aussi des chiffres que nous avons vus tout à l'heure en ce qui concerne les sondages. Il y a une étude qui confirmée par le CAPEB. Cette étude estime que seulement 26% des entreprises d'artisanat du bâtiment ont répercuté les augmentations sur leur prix de vente. Donc la rentabilité pourtant d'une entreprise ne peut se réaliser que si la marge habituelle se maintient. Donc, pour cela, il faut réviser le prix de revient, ça c'est clair. La révision de ce prix de revient tient compte d'une part de l'augmentation du coût des matières premières, des composants, des produits finis, et voire même des sous-traitances. Il s'agit des charges variables puisqu'elles dépendent directement du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que plus je vends d'immeubles, plus j'ai besoin de bois. Et d'autre part, il faut aussi tenir compte de l'augmentation des charges fixes. Les charges fixes, ce sont des charges que doit payer l'entreprise, qu'elle réalise de très bonnes performances ou au contraire qu'elle connaisse une période assez calme. Il s'agit des salaires, loyers, primes d'assurance, électricité, etc. Et la hausse, par exemple, du prix de l'énergie, du SMIC qui a été augmenté 3 fois depuis le début de l'année 2022, doivent être reportés dans le calcul de ce prix de revient. Alors, je vais vous donner un petit exemple.
Voilà, si pour produire 10 000 chemises, les charges variables se montent à 20 000 euros et les charges fixes à 30 000, eh bien, le coût de revient, c'est facile, c'est 20 000 plus 30 000 divisé par 10 000 chemises qui donne un coût de revient par chemise de 5 euros. Voilà, donc en fait, le coût de revient permet de déterminer, je dirais, le niveau minimal de fixation du prix de vente du produit ou de la prestation de service, de sorte que l'entreprise puisse rentrer dans ses frais. Et à ce prix de revient, il faut ajouter sa marge qui permettra de dégager des bénéfices de la vente des produits ou des services, prestations. Et c'est ces bénéfices qui permettront, par exemple, de rembourser un prêt pour l'achat de son fonds de commerce. Voilà. Alors, il y a plusieurs solutions pour réduire le prix de revient. Il ne faut pas hésiter à renégocier ses contrats avec ses fournisseurs et voir pourquoi pas changer de fournisseur. Là aussi, à nouveau, il faut jouer sur la fidélité avec ses fournisseurs. Et puis même confronté à une inflation importante, le dirigeant a de nombreux outils à sa disposition, comme par exemple le fait d'augmenter les quantités achetées, donc ses stocks, pour fixer un prix d'achat. Également, le dirigeant peut modifier les produits vendus. On supprime un composant dont le coût a explosé et on le remplace par une alternative moins chère. Et puis, bien évidemment, il faut être attentif au cours des matières premières et acheter quand le coût de la matière première est au plus bas. Voilà ce que je dirais sur ce slide. Ok, merci beaucoup Valérie. On a Héloïse qui nous dit que elle, les tarifs de son fournisseur changent toutes les semaines. Est-ce qu'il y aurait peut-être des conseils pour ce cas de figure-là? Ben, c'est vrai qu'il est délicat de changer ses prix toutes les semaines, déjà pour sa crédibilité et puis pour le travail que ça va mener. Je pense qu'il faut faire une moyenne des augmentations. Alors, est-ce que c'est que des augmentations ou voilà, il faut faire une moyenne de l'augmentation, minoration des prix du fournisseur. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense David. Ouais, je pense que c'est compliqué de réagir en permanence et Oui. surtout sur des prix de vente. Après, je ne connais pas l'activité d'Hélène. Est-ce qu'elle a une activité de commerçante? Donc, elle a un souci d'affichage de prix. Est-ce qu'elle a besoin de faire des commandes toutes les semaines auprès de ce fournisseur-là? Quelle est l'importance de ces hausses aussi toutes les semaines? Est-ce que c'est réellement des hausses très importantes? Est-ce que ça impacte les principaux de la catégorie A? Voilà, il y a quand même là une petite étude et encore quelques questions à se poser avant d'agir. Mais c'est vrai que je comprends, c'est compliqué et c'est difficilement admissible, surtout si Hélène a une clientèle régulière. Par contre, si elle a une clientèle plus... Là, ce sera peut-être plus facile de faire accepter des évolutions tarifaires plus fréquentes, on va dire, ou en tout cas avec une fréquence plus importante. Et puis sinon, il y a aussi toujours un autre axe, mais ça tu l'as dit Valérie, qui est de si en termes de fournisseurs, il n'y aurait pas une alternative ou une autre option avec un fournisseur qui serait lui capable de baisser plutôt et d'accepter une hausse temporaire parce qu'il a un stock plus important. Et donc, il a moins besoin de faire passer des hausses aussi fréquentes. Je ne sais pas. Voilà. Je suis désolé, je pose plus de questions que je n'apporte de réponses. Malgré tout, je pense que c'est des bons axes. En tout cas, c'est celles que je poserais si j'avais avec cette question-là. Et ce serait ce que l'on examinerait ensemble. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On a aussi une question. Comment connaître son COEF ou son taux de marge en fonction de son secteur d'activité, vente à emporter, métier de bouche? Alors, tout ce qui est restauration, métier de bouche,
il n'y a pas réellement de choses officielles. Par contre, nous, dans le réseau Rivalis, comme nous accompagnons beaucoup de restaurateurs, nous avons quand même des fourchettes. Restauration traditionnelle entre 60 et 65% de marge brute. Pizzeria et restauration rapide entre 65 et 70% de marge brute. La marge brute, sont vos ventes moins vos coûts de fabrication uniquement en matière, c'est-à-dire vos fiches techniques. Je vends une pizza, combien en termes d'ingrédients me coûte la pizza? Je ne parle pas de l'énergie pour la cuire, je ne parle pas de la main-d'œuvre pour la faire. Ça, ce sont des charges fixes. Ok. OK? Top. Mais sinon, pour les autres professions, il y a. Ouais, si, je peux dire quand même. Là, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un boulanger. Là, chez les experts comptables, ils ont une moyenne nationale à 60% de marge brute. Avec mon client, on est plutôt à 70-75% de marge brute. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts sur l'étude de la recette, sur la négociation avec les fournisseurs, et puis sur l'industrialisation pour éviter de perdre trop de temps. Après, il faut peut-être aussi s'adresser directement aux syndicats professionnels. Tout à fait. Ils peuvent peut-être consolider des chiffres. Les J'en suis pas certain. En tout cas, pas tous les syndicats professionnels. Mais peut-être les experts comptables. Eux, oui, par contre, ça, c'est ils ont clair, une base de données. Oui. Là, j'en suis certain, puisque là, j'ai pu le tester avec le comptable de mes amis boulangers. De même, il y a un chocolatier qui, lui aussi, son expert comptable lui a indiqué un chiffre de la profession. Donc là, on est entre 60 et 65%. Exactement. Ok, parfait. Pour revenir juste du coup sur la question d'Héloïse avec les fournisseurs qui changeaient ses prix toutes les semaines, c'était dans la papeterie et le service d'impression, flyers, etc. Et on a Sébastien qui dit que peut-être faudrait essayer de négocier des prix figés mensuellement ou bimensuellement avec son fournisseur. Voilà, ça peut être aussi une solution. Exactement. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, donc on peut continuer. Ok. Donc, et ben là, c'est le cas d'un institut de beauté que je suis. Alors, les prix, évidemment, c'est très caricaturé. Donc, avant notre situation, le coût des produits de beauté utilisés en cabine était de 20 €. Le coût des charges fixes divisé par le nombre d'heures travaillées dans le mois était de 45 €. Et donc, le prix de revient était de 65 €. Et maintenant, après toutes ces augmentations, et ben, le coût des produits de beauté utilisés est passé à augmenter de 20%, donc maintenant de 24 €. Et le coût des charges fixes est passé de 45 à 49 €. Donc, on voit une sacrée augmentation du prix de revient, puisqu'on est passé de 65 € à 73 €. Donc là, j'ai mis seulement la marge sur les produits de soins, donc une marge de 30%. Donc avant, c'était une marge de 6 €. Et voilà, sur le coût des produits de beauté de 20 €, donc marge de 30%, donc c'est 6 €. Et sur le coût des produits de beauté utilisés maintenant, 24 €, et bien 30% sur 24, ça donne 7,20 €. Donc le prix de vente, il a bien changé, puisque avant il était de 71 €, et puis donc prix de vente définitif, on va parler de prix psychologique, même si j'ai pas mis 75 €, David. Donc, est passé de 72 € à 81 €. Voilà. Mais la marge, quoi qu'il en soit, reste la même. Et donc, la Le rentabilité. pourcentage de marge. Oui. Le taux de marge. Ouais, c'est ça. Ok.
On le voit bien effectivement sur cet exemple chiffré. Oui. On passe à la suite? Ouais. Je vais vous parler du dernier cas, là, du troisième cas, celui des prestataires de services. Prestataires de services qui ont essentiellement ou pratiquement que des heures à vendre. C'est par exemple le cas d'une société de nettoyage, d'une profession libérale telle que avocat, architecte, d'une agence de com qui vendent des heures. Donc là, dans ce il n'y a que, on allait dire, ou principalement que des charges fixes, que ce soit les frais de la structure, que ce soit les fournitures nécessaires à l'activité, que ce soit les salaires qui occupent une grande part des charges fixes. Au niveau de la hausse, comme il y a quand même toujours des achats, que ce soit de prestations externes, on peut sous-traiter, ou on peut avoir besoin d'aide, ou on peut avoir besoin d'un autre prestataire pour établir de manière globale notre propre prestation. On peut acheter aussi des produits, de la fourniture pour un dossier en particulier. Il est là, comme c'est du ponctuel, il est indispensable de tenir compte dans son calcul de coût de revient de cette hausse, et donc de le répercuter aussi à la vente. Je l'ai mis en gras, c'est indispensable dans tous les cas que l'on a vus. Pourquoi on insiste tellement sur ce coût de revient et cet impact sur les prix de vente ou pas? C'est parce qu'il est indispensable de dégager de la rentabilité pour assurer la pérennité et le développement de chacune de vos entreprises et de nos entreprises de manière générale. Pour illustrer ce cas-là du prestataire de service, je vous propose, c'est de prendre juste un exemple d'un de mes clients qui fait de la prestation de service. Et pour connaître du coup facilement l'ampleur de l'impact, j'ai repris son compte de résultat N-1, en faisant un focus sur les charges de l'entreprise. Je vous rappelle, on est en activité de service, donc normalement il n'y a pas d'achat ce ne sont que des achats et charges externes. On a impacté le montant N-1 de la hausse moyenne estimée. Donc là, dans ce cas présent, c'était un peu plus que l'inflation, parce qu'il avait de la prestation de service qui était revalorisée de manière un peu plus importante. Et puis, comme c'était un gros poids, mais bon, dans tous les cas, là, je crois qu'on est parti à 9,5%. On a pris 9,5 sur les achats N-1 que l'on a comparé au CA que l'on avait prévu pour cette année. Le CA qu'on avait prévu pour cette année, c'est tout simple, on a calculé notre nombre d'heures vendables par rapport au taux horaire pratiqué. Et là, on s'est posé les questions, est-ce que nous avons besoin de revoir notre tarif horaire que l'on facture ou pas? Puisque notre nombre d'heures, lui, il ne va pas évoluer, on n'a embauché personne, on a à peu près le même nombre de jours travaillés dans l'année. Donc, seule variable d'ajustement possible quand nos charges d'exploitation, c'est le taux horaire que l'on pratique lorsqu'on est dans une activité de prestation de service. Voilà les grandes lignes que l'on peut vous proposer selon différents cas de figure, selon différentes natures d'activité. Des choses, vous avez vu, simples, sans trop de calculs, qui sont, on va dire,
qui sont pas non plus d'une finesse. On va pas chercher le cinquième chiffre après la virgule. C'est pas l'objet, puisque là, on travaille au niveau d'une masse euh, avec un chiffre quand même relativement conséquent. Donc, on n'a pas besoin d'être trop dans le détail. Malgré tout, ça donne de bonnes indications et ça permet rapidement de se poser des bonnes questions pour après aller affiner votre stratégie. Ok, parfait. Pour conclure, Valérie, Oui, pour conclure, ben voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion sur l'offre, votre offre. Et cette réflexion, c'est important aussi de la mener avec un conseiller Rivalis, par exemple. Voilà, on va vous aider à avoir une réflexion sur la politique d'achat, une réflexion sur la production. Donc, par exemple, bien vendre ses heures de production, peut-être faire appel davantage à des sous-traitants. Voilà. Une réflexion aussi sur sa politique commerciale et marketing. L'objectif, bien évidemment, c'est d'éviter, de limiter, je dirais, le départ des clients suite à la hausse des prix. Voilà, donc toute cette démarche, toutes ces réflexions, c'est important d'échanger avec un conseiller Rivalis. Nous sommes là pour vous aider à prendre les meilleures décisions, à adopter des stratégies. Voilà, on va vous aider à réaliser plusieurs scénarios. Voilà, du pire au mieux. On va vous aider à réaliser plusieurs prévisionnels en tenant compte des différents changements qui peuvent encore s'opérer, comme l'augmentation à nouveau des matières premières, l'impact sur le chiffre d'affaires, etc. Et à partir de ces différents scénarios, on pourra vous conseiller sur les actions à mettre en place. Voilà. Un dernier, si je peux me permettre, Valérie, oui. Une dernière petite information. Il existe des aides d'urgence de l'État. Oui, je vais en parler. Pour ceux qui seraient impactés. Ah, tu voulais peut-être en parler? Oui, je voulais dire qu'il y avait des aides et qu'on était là aussi pour donner toutes ces informations en temps et en heure. Okay. Voilà. Nous sommes assez réactifs là-dessus. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? N'hésitez pas à nous les poser. C'est le moment. On avait quand même beaucoup de prestataires de services. Eric nous dit aussi qu'il est dans ce cas-là et qu'il pense revoir son taux horaire. Je suis également accompagnée par un conseiller actuellement. Eh ben, voilà, c'est parfait. C'est très bien. Je dois quitter malheureusement. Est-il possible d'avoir le lien du replay? Oui, Sébastien, le replay sera envoyé directement par mail demain. Donc 24 heures après, vous recevrez directement un mail sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit et vous aurez le lien du replay et ça sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On nous remercie. Non, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je voulais, comme l'a dit Valérie dans sa conclusion, vous n'êtes pas seul. On vous rappelle gratuitement pour faire le point sur votre situation. Donc, n'hésitez pas à vraiment poser toutes les questions. N'hésitez pas à demander à rencontrer un conseiller pour parler de votre situation à vous, mettre en place les bonnes pratiques pour vous et adapter à votre situation, à votre entreprise, parce que c'est vrai que là, on donne beaucoup de conseils, etc. Mais c'est vrai qu'après, les conseillers rivalistes de proximité pourront vous donner beaucoup plus de conseils personnalisés. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous, à eux, parce qu'ils sont là pour ça, ils sont là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner et pour que vous soyez serein, que vous puissiez
réaliser vos rêves pro et perso du coup. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas voilà, à faire appel à nous. Il y a quand même encore des choses qui sont tombées. Comment calculer le prix de revient journalier d'un employé? Par rapport à son salaire ou par rapport à son activité? C'est un employé de vente ou c'est un salarié d'un artisan? La chose toute simple, son salaire, il y a 218 jours ou 220 jours travaillés par an. On divise son salaire annuel par 220 et salaire charge comprise. Et on trouve son coût horaire s'il ne vient que pour de la main-d'œuvre. Ok, parfait. Merci beaucoup, Lucas. J'espère qu'on a pu répondre. Oui, j'ai l'impression. Il a dit merci. Donc, j'ai l'impression qu'on a bien répondu. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Alors, n'hésitez pas. Oups, j'ai passé une slide trop vite. Je peux me permettre. Excuse-moi, oui, vas-y. Je viens de voir aussi Lucas qui avait posé la question. Difficile de répercuter l'augmentation avec une concurrence qui ne le fait pas. Eh bien, j'allais dire, Lucas, c'est pas parce qu'il y a un mouton qui se jette de la falaise qu'il faut que vous vous jetiez, vous aussi, de la falaise. Attention, recalculez bien si votre situation ou votre marge actuelle vous permet d'absorber la hausse. Si c'est le cas et si c'est votre souhait, faites-le, pas de souci. Par contre, la concurrence ne doit pas être votre seul argument pour ne pas augmenter vos prix. En fait, ce que vous avez à vendre, ce n'est pas un prix normalement, mais c'est votre service, votre spécificité par rapport à la concurrence. Et ce dont on a essayé de parler un petit peu avec Valérie, il y a un aspect aussi marketing dans le prix de vente, que ce soit dans la construction de votre offre, que ce soit dans la façon de vendre votre offre. Et puis dans la relation que vous avez avec vos clients. Voilà, ça aussi. Ouais, ou alors d'aller chercher une clientèle spécifique qui ne sera pas uniquement basée sur le prix, mais qui sera capable de reconnaître la valeur de votre service. Alors, c'est vrai que ça nécessite. C'est vrai que vous n'obtiendrez pas du 100% en permanence, mais c'est pour ça que Valérie a parlé d'avoir des indicateurs en termes de panier moyen, des indicateurs en termes de concrétisation de taux de transformation des devis. C'est important, ça vous permet de voir et de suivre les choses pour éventuellement après réagir en toute connaissance de cause. Mais là, de dire la concurrence ne le fait pas, c'est pas un argument. Ouais, ok. Bah, Lucas a répondu tout à fait exact. Je posais la question quand même à toute fin utile. La qualité fait le reste. Exactement. Tout est dit. Ok, et ben écoutez, moi donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez retrouver Rivalis sur les réseaux. Donc on est présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Vous pouvez retrouver voilà pour tous les tutos, des conseils, de l'actu, du témoignage, et vous pouvez retrouver aussi toutes les infos sur les prochains webinaires, en sachant également que sur YouTube vous avez les replays de tous les webinaires qui sont déjà passés. Et celui-ci en fera partie dès la fin de semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir le max de bons plans et le max de conseils de nos différents conseillers Rivalis qui nous donnent des très très bons conseils sur plein de sujets différents. Voilà, il est temps pour moi de vous remercier et remercier surtout David et Valérie d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos conseils, merci pour votre temps. C'était vraiment instructif. J'espère que tout le monde aura appris des choses. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et on vous dit à très vite pour un prochain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.